Jacques Chirac a offert à la France le sourire d'un homme comblé. Une femme élégante à ses côtés, 2 filles, une famille qui semblait sortie d'un album photo de la République. Mais derrière cette image soigneusement construite pendant 50 ans, il se dit que la réalité était tout autre. Selon des proches qui ont choisi de parler après sa mort, la famille Chirac a payé un prix que personne n'a jamais vraiment voulu calculer. Ce que vous allez découvrir dans ce documentaire, c'est le résultat de mois d'analyse d'archives, de mémoires publiées et de témoignages de personnes qui ont vécu de l'intérieur ce que la République préférait ne pas voir. Des éléments qui n'ont jamais été rassemblés de cette façon. Ce qui est en jeu ici n'est pas la carrière d'un président. C'est la question de ce que le pouvoir absolu fait à ceux qui n'ont pas choisi de le partager, une femme, 2 filles, une vie de famille sacrifiée sur l'autel de l'ambition. Parce que tout le monde croit connaître Jacques Chirac, le séducteur, le politique, l'homme du peuple. Mais il y a une version de cette histoire que ni les biographies officielles, ni les hommages funèbres n'ont voulu raconter. Et c'est exactement celle-là que nous allons raconter aujourd'hui. La France connaissait Jacques Chirac par cœur, la poignée de main interminable au salon de l'agriculture, le sourire facile, l'enchanté. Moi, c'est Chirac qui est devenu une formule culte. Un homme qui semblait fait de peuple, de campagne, de proximité. Et à ses côtés, toujours, Bernadette, discrète, élégante, le sac bien tenu, comme un phare au milieu de la tempête politique. Pendant des décennies, les Français ont vu la même chose. Un mariage solide, une famille qui fonctionnait, un homme qui avait construit son pouvoir sur l'image de la stabilité. Mais cette image fut, en grande partie, une construction soignée, calculée et entretenue par des personnes qui savaient exactement ce qu'il y avait derrière. La campagne de 1988 le montre avec une clarté presque inconfortable. Les agences de publicité engagées par le clan Chirac conçurent une série d'affiches destinées à le présenter comme le séducteur latin idéal, peau bronzée, cheveux noirs, sourire incliné, le regard de l'homme qui sait qu'on va lui dire oui. Ce n'était pas le portrait d'un homme politique, c'était le portrait d'un personnage. Et ce personnage avait besoin d'une famille derrière lui pour être crédible. Bernadette remplissait ce rôle à la perfection. Non pas parce qu'elle le simulait, elle était bien plus qu'une figure décorative, mais parce que le système l'exigeait ainsi. Dès les premières années dans la vie publique, elle avait elle-même déclaré sa position. Les Français vont élire un président, et non pas une famille présidentielle. Je crois par conséquent que mon rôle doit rester d'une grande réserve et d'une grande discrétion. Réserve et discrétion. Ces 2 mots définirent des décennies de sa vie. Mais la discrétion était aussi une forme de silence. En 1995, quand Chirac lança sa campagne autour du concept de la fracture sociale, le candidat qui s'éloignait des salons parisiens pour parler aux agriculteurs du Limousin Bernadette faisait partie intégrante de ce récit. Les médias la montraient à ses côtés, avec son sac, avec sa présence. Les guignols de l'info en firent un personnage comique, certes, mais aussi le symbole de quelque chose de reconnaissable. La femme qui tient bon, qui accompagne, qui est là. Le public trouvait ça attendrissant. Ce qu'il ne voyait pas, c'est ce que cette image coûtait. Parce que ce qui fut construit pendant 50 ans était, selon ce que disent des personnes ayant connu ce couple de près, une fiction à double fond. L'une dans laquelle Chirac incarnait le patriarche républicain, ce qu'un analyste de communication décrivit comme le président naturel, évident, stable, et Bernadette représentait l'encre morale de cette stabilité. Ensemble, ils étaient le portrait de la France qui voulait se voir elle-même. Ce que personne ne voulait voir, ou ce que la presse française, par un pacte de silence non écrit, préféra ne pas publier pendant des années. C'est que derrière cet album, photo officielle, se cachait une histoire bien plus complexe. Une femme qui, selon ses propres mots, avait eu des raisons d'être jalouse depuis le début. Une fille aînée dont la vie était en morceaux depuis ses 10 à 8 ans. Et un homme dont le charme public fonctionnait de façon très différente dans l'espace privé. La façade fut parfaite pendant longtemps,
trop parfaite pour être réelle. Et comme toute construction maintenue trop longtemps à force d'efforts et de silence, elle commença finalement à montrer ses fissures. Pas d'un coup, mais une à une, lentement, au fil des décennies. Ce qui vient ensuite commence avec la femme qui savait tout depuis le début et qui, malgré cela, choisit de rester. La question est, pourquoi? Il y a une phrase que Bernadette Chirac prononça dans un documentaire diffusé sur France 2 et qui résume tout avec une froideur qui glace. Quand on lui demanda comment elle avait survécu à des décennies d'infidélité de son mari, elle répondit sans hésiter « Beaucoup auraient voulu l'avoir. Je me suis blindée, je ne me suis pas laissé avoir. La preuve, c'est que je suis restée, et finalement, j'ai gagné. Une victoire. » C'est ainsi qu'elle appela des décennies d'humiliation. Mais pour comprendre pourquoi une femme de son caractère choisit cette voie, il faut comprendre d'où elle venait. Bernadette Thérèse Marie Chaudron de Courcelles naquit le 18 mai 1933 dans le 16e arrondissement de Paris, au sein d'une famille dont le nom portait cousu l'histoire de France. Noblesse de service, diplomate, militaire, industriel depuis le Second Empire. Son père fut prisonnier en Allemagne pendant la guerre. Sa mère éleva les enfants seuls, fuyant Paris avec eux. Bernadette avait 7 ans. La dureté ne fut pas quelque chose qu'on lui enseigna, ce fut quelque chose qu'elle vécut dès le début. À Sciences Po, en 1951, elle rencontra un jeune homme sans particules dans le nom. Jacques Chirac était fils d'un banquier de province, énergique, ambitieux. Selon des personnes proches de la famille, ce fut elle qui le choisit, pas l'inverse. Elle vit dans ce jeune homme sans histoire, illustre quelque chose que les autres ne voyaient pas encore, l'avenir. Mais cet avenir avait un prix. Ce qui suivit fut une longue vie d'équilibrisme. Bernadette ne resta pas à la maison. En 1979, elle se présenta comme candidate au Conseil général de la Corrèze et gagna. Elle fut réélue pendant plus de 30 ans. Elle n'était pas l'ombre du président. Elle était une figure politique à part entière. Mais son influence la plus profonde se trouvait dans les couloirs que personne ne filmait. Selon le journaliste Erwan Leleoué, elle fut l'une des rares personnes à oser s'opposer à Chirac quand elle estimait qu'il avait tort. Quand en 1997, Chirac dissout l'Assemblée nationale, un pari qui se termina en désastre, Bernadette le qualifia directement de bêtise. Le lendemain, elle salua Dominique de Villepin, le conseiller qui avait poussé cette décision, d'un glacial « Bonjour, monsieur le stratège ». Et au milieu de tout cela, les campagnes, les trahisons, les alliances, il y avait autre chose. Dans son livre « Conversation » paru en 2001, elle reconnut pour la première fois par écrit ce que tout le monde, dans les cercles proches, savait déjà, que son mari avait un succès formidable avec les femmes, qu'elle avait eu des raisons d'être jalouse. Et elle écrivit ensuite une phrase sur Laurence que ses biographes ont répétée depuis. « Mon mari a toujours été excessif dans son travail. Les enfants en ont souffert. Laurence, à sa manière, est tombée malade à l'âge de 15 ans, sans accusation directe, mais avec un poids que quiconque la lit attentivement peut ressentir. Bernadette choisit de rester, choisit de se blinder, choisit de gagner. Mais ce que personne n'a jamais vraiment répondu, c'est ce que payèrent ceux qui étaient à ses côtés pendant qu'elle construisait cette forteresse. Il y a une phrase qui, selon des personnes qui fréquentaient les cercles politiques parisiens des années 70 et 80, circulait dans les dîners de la capitale comme une blague que tout le monde comprenait, mais que personne ne répétait à voix haute. On disait que Jacques Chirac était monsieur 5 minutes, douche comprise. Une plaisanterie cruelle qui renfermait, selon son propre chauffeur de longue date, Jean-Claude Laumont, une vérité assez littérale. Quand Chirac avait un rendez-vous avec une femme, les horaires étaient calculés à la minute. On le déposait à la porte. On lui donnait l'heure exacte. On ne pouvait pas être en retard. C'est ce que raconte Arnaud Ardouin dans son livre Président, La nuit vient de tomber, publié en 2017 sur la base de confidences du cercle intime de Chirac. Et cette image précise, froide, presque logistique,
dit quelque chose sur la façon dont fonctionnait le système parallèle que Chirac avait construit pendant des décennies. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était une architecture. Mais avant de parler du système, il faut parler du moment où tout faillit s'effondrer. Janvier 1975. Jacques Chirac est Premier ministre de France. Il a 42 ans, est marié depuis presque 20 ans, et lors d'un déplacement en Corrèze, il rencontre Jacqueline Chabridon, journaliste au Figaro, de 9 ans sa cadette. Selon les sources qui reconstituèrent cette histoire des années plus tard, dont le livre Jacques et Jacqueline, publié en 2016, la rencontre fut immédiate. Chirac la défia de manger une portion de tête de veau aussi vite que lui. Elle accepta. Ce qui suivit fut quelque chose qui, selon des personnes proches des deux protagonistes, ne fut pas une aventure passagère. Chirac loua un appartement pour être avec elle loin des regards indiscrets. Il lui écrivait des poèmes. Un soir d'été, selon les récits de l'époque, il fit rouvrir la boutique Pierre Cardin du faubourg Saint-Honoré pour lui acheter un pull. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un qui voulait garder ses distances. C'était le comportement de quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, avait perdu le contrôle. Selon des personnes qui connurent cette relation de près, Chirac parla de quitter Bernadette, d'abandonner la politique, de recommencer autrement. Si c'était réel ou une exagération du moment, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais ce qui se passa ensuite est mieux documenté. Marie-France Garot, la conseillère politique de fer de Chirac, détecta le danger. Avec Bernadette qui, selon certains témoignages, agit en parallèle, non comme victime, mais comme stratège. Elle monta une opération pour couper cette relation. À Chabridon, selon ce qu'affirme Wikipédia français, en citant des sources de l'époque, on aurait proposé 500 000 francs pour renoncer à la relation. Si elle les toucha ou non, reste une inconnue. Mais la rupture se produisit de façon brutale à l'été 1976. Chirac lui annonça la fin dans un bureau anonyme. L'appartement qu'ils avaient partagé apparut vidé. Les lettres avaient disparu. Charles Pasqua, homme de confiance du clan, se chargea, selon certaines versions, de faire disparaître toute la correspondance compromettante. Jacqueline Chabridon tenta de se suicider peu après la rupture. Elle survécut, continua sa carrière, ne parla jamais publiquement de cette histoire jusqu'à de nombreuses années plus tard. Et Chirac continua, parce que ce qui vint après Chabridon ne fut pas la fin de ce schéma. Ce fut simplement la confirmation que le système allait continuer, avec davantage de précaution seulement. Selon le livre d'Arnaud Ardouin, Chirac disposait de plusieurs appartements francs à Paris, ce que certaines sources appellent les appartements de l'infidélité, que seul son chauffeur connaissait. Depuis ces appartements, il gérait ses rendez-vous. Les femmes arrivaient par différentes voies. Ardouin décrit le profil avec une froideur saisissante. Elles sont députées, ministres, conseillères, bourgeoises de province, étrangères, qui s'offraient sur un plateau. La nuit du 31 août 1997, la nuit où Diana mourut au pont de l'Alma, à Paris, les collaborateurs de Chirac ne parvenaient pas à le localiser. La presse du cœur française, qui savait déjà beaucoup de choses qu'elle préférait ne pas publier, suggéra à plusieurs reprises que cette nuit-là, le président n'était pas là où il aurait dû être. Selon certains récits qui circulèrent par la suite, cette nuit-là, Chirac se trouvait avec l'actrice Claudia Cardinal dans l'un de ses appartements que seul son chauffeur connaissait. Le chauffeur garait la voiture 200 mètres en contrebas de l'immeuble pour ne pas révéler l'adresse précise. C'est une hypothèse, une qui circule depuis des années dans différents livres et sources journalistiques. Rien de tout cela ne fut jamais confirmé officiellement, mais personne ne le démentit avec la même énergie que celle déployée pour exiger le silence. Parce que c'est peu être ce qu'il y a de plus révélateur dans toute cette histoire, le silence. La presse française, du moins jusqu'à la fin des années 90, opérait sous un pacte non écrit qui s'appliquait à la vie privée des présidents de la Ve République. Un pacte qui existait depuis Mitterrand, dont la fille illégitime Mazarine fut protégée pendant des années par ce même code. Quand Paris Match obtint des images de Mazarine, le magazine consulta le président lui-même avant de les publier.
Avec Chirac, ce même pacte fonctionna pendant des décennies. Les journalistes le savaient, les éditeurs le savaient, et la classe politique le savait avec une certitude absolue. Chirac en vint à reconnaître, dans l'une de ses rares références publiques au sujet, qu'il y avait eu des femmes dans sa vie. Il y a eu des femmes que j'ai aimées. Beaucoup, le plus discrètement possible. Une confession déguisée en élégance. Bernadette, quant à elle, le résuma avec une acidité qui ne peut venir que de quelqu'un qui a eu beaucoup de temps pour digérer la douleur. Quand la journaliste Catherine Ney la croisa chez le coiffeur des années plus tard, Bernadette lui dit « Jacques m'a beaucoup trompé, je les connais toutes, mais il n'y en a que 3 à qui j'en veux. Et vous savez ce qui me fait plaisir aujourd'hui? Je les vois, elles sont aussi laides que moi. » Humeur acide. Une blessure qui ne se ferma jamais tout à fait. Ce que personne n'a pu répondre complètement, c'est ce qui se passa dans cette maison pendant que ce système fonctionnait. Ce que vit Laurence. Ce que Claude intégra. Quelle atmosphère régnait dans les appartements de l'Élysée pendant que le président de la République gérait sa vie parallèle avec la précision d'un ministre gérant un budget. Et ça, ce qui se passa à l'intérieur de cette famille, c'est ce qu'aucun livre de mémoire n'a voulu raconter complètement. L'été 1973, Laurence Chirac a 15 ans et passe ses vacances en Corse. C'est une jeune fille décrite par ceux qui la connurent à cette époque comme vive, brillante, prometteuse. La fille aînée de Jacques et Bernadette. La première. Cet été, là, une méningite la frappe. Quand elle sort de la maladie, quelque chose a changé. Les médecins l'appelleront plus tard anorexie mentale sévère. La famille l'appellera, en privé et pendant des décennies, le drame de leur vie. Et la France qui voyait Chirac dans les meetings, au salon de l'agriculture, en couverture des magazines, n'en sut rien pendant des années. Parce que les Chirac construisirent autour de Laurence un mur de silence aussi solide que celui qu'ils construisirent autour des infidélités. Le même instinct, la même détermination. Protéger l'image à tout prix. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas protéger éternellement. Laurence essaya de vivre une vie normale, il faut le dire, parce que son histoire n'est pas seulement l'histoire d'une maladie, c'est l'histoire de quelqu'un qui essaya, qui résista, qui chercha son propre espace dans une famille qui vivait sous les projecteurs du pouvoir. En 1984, elle se laissa convaincre par Patrick Poivre d'Arvor de travailler comme standardiste dans son émission télévisée « À nous deux ». Une apparition publique petite, discrète, qui surprit ceux qui la virent. Elle commença ensuite des études de médecine, les termina, présenta une thèse que, selon des sources proches de la famille, ses pairs jugèrent positivement. Une réussite extraordinaire pour quelqu'un qui luttait depuis plus d'une décennie contre son propre corps. Mais la maladie ne recula pas, ce fut elle qui recula. Son poids chuta à des niveaux que ses propres biographes décrivent comme terrifiants. Bernadette mentionna des années plus tard, avec la retenue qui la caractérisait, le seuil des 27 kilos. 27 kilos. Les hospitalisations s'accumulèrent. Le psychiatre Louis Bertagna, de l'hôpital Cochin, le même médecin qui avait soigné André Malraux, fut son référent pendant des années. Selon le ministre Jacques Toubon, qui connut bien la famille pendant les années de l'Élysée, les visites à Laurence étaient un impératif non écrit dans l'agenda familial. S'en occuper, c'était quelque chose dans l'emploi du temps. Une sorte d'impératif qui, naturellement, n'apparaissait pas officiellement, mais qui commandait leur vie à tous les deux. Quelque chose à gérer dans l'agenda. Un impératif qui n'apparaissait pas officiellement, mais qui ordonnait tout. Jacques Chirac, de son côté, essaya à sa façon. Selon des personnes proches qui reconstituèrent ces années, il imagina un système décrit comme coûteux et minutieux pour que Laurence mange. La retrouver dans des restaurants, faire de la nourriture un acte social, moins menaçant qu'une table familiale, chargée de tension. Si cela fonctionna ou non, et pendant combien de temps, est quelque chose qu'aucune source n'a pu préciser complètement. Ce qui est clair, c'est que Chirac porta cette culpabilité d'une façon qu'il ne montra pas toujours en public. En 2007, dans le livre L'inconnu de l'Élysée du journaliste Pierre Péan, il dit quelque chose que ses biographes ont répété depuis, comme l'une de ses confessions les plus nues. Cela a été
et c'est le drame de ma vie. Et il ajouta qu'il se demandait ce qu'il aurait pu faire de plus, psychologiquement parlant. Une porte entr'ouverte vers une question qu'il ne formula jamais complètement à voix haute. Quel rôle joua l'environnement de cette famille dans l'effondrement de Laurence? Personne n'y a répondu directement. Mais la question existe. Bernadette, dans son livre Conversation de 2001, écrivit cette phrase que nous avons déjà citée. « Mon mari a toujours été excessif dans son travail. Les enfants en ont souffert. » Laurence, à sa manière, est tombée malade à l'âge de 15 ans. Une phrase qui place dans le même paragraphe l'absence chronique du père, la souffrance des enfants et la maladie de Laurence. Sans rien affirmer, sans accuser personne, mais en construisant un lien que quiconque la lit attentivement ne peut pas ignorer complètement. Laurence dit un jour, dans une interview télévisée qui circula peu, quelque chose qui est difficile à entendre sans que ça fasse mal, qu'elle aurait aimé avoir un père compositeur, qu'elle adorait la musique classique, puis elle ajouta, presque comme une correction, que son père voudrait probablement qu'elle ait fait de la politique, dans sa lignée. Deux mondes qui ne se rencontrèrent jamais tout à fait. Le 14 avril 2016, Laurence Chirac mourut à 58 ans, après avoir été hospitalisée d'urgence pour un arrêt cardiaque. Sa famille la décrivit ensuite avec des mots qui, dans leur précision, révèlent tout ce qui ne fut pas dit de son vivant. Frédéric Salabarou, mari de Claude, déclara au Figaro: « La maladie de Laurence avait façonné leur vie. Laurence était une personne magnifique, d'humanité. Sa vie de souffrance avait fait d'elle un être totalement à l'écoute des autres. La maladie de Laurence avait façonné leur vie. Une vie entière de souffrance, 40 ans de lutte. Une famille qui la protégea autant qu'elle put et qui en même temps, selon ce que disent certains cercles, ne comprit jamais tout à fait ce dont elle avait besoin. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que le monde dans lequel il vivait ne laissait pas de place à ce type de présence. Quand Chirac apprit la mort de sa fille, son ami Jean-Louis Debré, qui lui rendit visite peu après, dit « Quand je le regarde et que je lis dans ses yeux, je vois qu'il souffre. Je sais qu'il a de la peine. » Il souffrait. Ça, personne ne l'a jamais contesté. Mais la souffrance d'un père n'annule pas les questions sur ce qui s'est passé avant. Et ces questions sur ce que cette famille construisit, sur ce que Laurence absorba pendant des décennies à vivre en marge d'une histoire trop grande pour elle, sont toujours là, sans réponse officielle, sans conclusion propre, seulement le silence que les Chirac apprirent à maintenir depuis le début. Il y a une image qui résume tout ce que ce chapitre tente de raconter. Le 17 mai 1995, Jacques Chirac prit ses fonctions de président de la République. Ce fut l'un des jours les plus importants de sa vie. La presse couvrit la cérémonie, les discours, les poignées de main. Et à un moment de cette journée, entre les flashs et la solennité républicaine, quelqu'un qui était là vit quelque chose qui n'apparut dans aucune photo officielle. Laurence Chirac, la fille aînée, cachée derrière une colonne de l'Élysée, présente, invisible, en marge de l'histoire qui s'écrivait. Cette image résume ce que fut la vie de cette famille pendant les 12 ans de présidence et les décennies qui la précédèrent. Le pouvoir toujours au centre, les autres au bord. Jacques Chirac n'était pas un politique qui rentrait chez lui à 10 à 8 heures. C'était un homme qui, selon ses propres collaborateurs, épuisait son équipe dans les déplacements, sans qu'il semble en accuser la fatigue. Ses journées étaient interminables, ses engagements innombrables. Le salon de l'agriculture, les voyages officiels, les meetings, les dîners diplomatiques, les réunions de parti qui se prolongeaient jusqu'au petit matin. Roselyne Bachelot, porte-parole de sa campagne de 2002, confia que ces déplacements épuisaient tous ceux qui l'entouraient sauf lui. Mais ce rythme avait un revers, et ce revers n'apparaissait pas dans les chroniques politiques. Bernadette l'écrivit avec sa précision habituelle. Son mari avait toujours été excessif dans son travail. Les enfants en avaient souffert. Laurence, à sa manière, était tombée malade. Elle ne le dit pas comme une accusation, elle le dit comme un constat. Mais dans ce constat se trouve une géographie entière
de ce que fut cette maison pendant des années. Un espace où le père était là, mais n'était pas là, où la politique remplissait tout et laissait peu de place à ce qui ne pouvait pas attendre à la semaine suivante. Claude, la fille cadette, choisit une autre voie. Au lieu de s'éloigner de cette dynamique, elle en devint une partie. Depuis le milieu des années 80, quand son père était encore maire de Paris, Claude entra dans son équipe comme collaboratrice à la communication. Pendant 12 ans à l'Élysée, elle fut sa directrice de la communication. Elle vécut sa carrière à l'intérieur de celle de son père, avec une loyauté que ses propres collaborateurs décrivaient comme totale. Quelqu'un la surnomma Jamais sans ma fille, en référence à Chirac. Une complicité que Bernadette regardait, selon certains témoignages, avec un mélange d'orgueil et de quelque chose qui ressemblait à un malaise. Les Chirac, comme Bernadette elle-même les appelait parfois, avec une ironie qui en disait plus qu'elle ne semblait dire. Claude géra l'image publique de son père, avec une minutie que ses contemporains décrivaient comme obsessionnelle. Le protéger de lui-même et de la presse, contrôler ce qui se publiait et ce qui ne se publiait pas. Quand en 2005, Chirac fit un AVC, un accident vasculaire cérébral, que ses collaborateurs minimisèrent avec 3 communiqués officiels, affirmant que tout allait de façon satisfaisante. Ce fut Claude qui livra la bataille. De communication contre les rumeurs qui se multipliaient, que le président avait des problèmes de mémoire immédiate, que son champ visuel était réduit, que ses interventions télévisées se raccourcissaient parce qu'il ne pouvait plus les soutenir. Mais pendant que Claude construisait ce bouclier, la famille portait une autre menace bien différente, une qui datait des années de mairie et qui était devenue une ombre permanente sur le nom Chirac. L'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Les faits sont les suivants. Pendant son mandat de maire de Paris, entre la fin des années 80 et le début des années 90, plusieurs employés permanents du RPR, le parti créé par Chirac, furent payés avec des fonds de la mairie de Paris. Ils ne travaillaient pas pour la mairie, ils travaillaient pour le parti. En 1993, selon des documents versés à l'instruction judiciaire, Chirac signa une lettre demandant à son administration de promouvoir une employée municipale qui, en réalité, travaillait au siège du RPR. Cette lettre existait. Elle était signée. Elle était difficile à expliquer. Le processus fut long et tortueux. Pendant ses mandats présidentiels, Chirac fut protégé par l'immunité que lui conférait sa fonction. Ce fut en 2007, un mois après avoir quitté l'Élysée, que la justice put de nouveau se mettre en mouvement. En 2011, Jacques Chirac fut condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Le premier, et à ce jour, unique président de la République française condamné par la justice. Il n'entra pas en prison. Son état de santé l'en empêchait. Il ne comparut même pas au procès. Mais la condamnation exista. Ce que peu ont raconté en détail, c'est la manœuvre tissée autour de ce processus et dans laquelle, selon le journaliste Erwan Lelewe, Bernadette joua un rôle central. L'accord conclu avant le jugement fut le suivant. La mairie de Paris retira sa plainte en échange d'un engagement de paiement. L'UMP héritière du RPR s'engagea à rembourser 1 650 000 € à la mairie de Paris. Les 500 000 € restants seraient pris en charge personnellement par Jacques Chirac. Selon Lelewe, ce fut Bernadette qui négocia une grande partie de cette solution et qui pour cela cultiva sa relation avec Nicolas Sarkozy, le même homme qu'elle avait voulu tuer de ses propres mains en 1995, parce qu'elle estimait que Sarkozy était le seul qui pouvait aider à écarter les juges du chemin. Une hypothèse qui circule, que plusieurs livres mentionnent, que personne n'a démenti avec des documents concrets, mais qui s'inscrit parfaitement dans ce que nous savons du caractère de Bernadette, pragmatique, stratège, prête à ravaler son orgueil quand la survie du clan l'exigeait. Parce que c'est toujours de cela qu'il s'agit, de la survie du clan. Et pendant que ce clan luttait pour survivre judiciairement, politiquement et en termes d'image, à l'intérieur de ce même clan, quelqu'un payait un prix qui n'apparaissait dans aucun bilan. Laurence,
dans son appartement du 15e arrondissement de Paris au rez-de-chaussée d'un immeuble, selon ce que rapporta Paris Match, protégée de l'exposition médiatique pendant les années présidentielles, vivait ce qu'elle vivait. Claude, enchaîné à l'agenda de son père. Bernadette, gérant ce qu'elle avait toujours géré. Et Chirac, au centre de tout. Le moteur, la cause, le président. Ce qui resta de tout cela, ce que cette famille hérita quand le pouvoir s'en alla, c'est ce que nous allons voir maintenant. En janvier 2010, Jacques Chirac assista à un concert de la violoniste Anne-Sophie Mutter au théâtre Marigny. C'était l'un de ces actes de la vie culturelle parisienne, auxquels les anciens présidents assistent par habitude, par protocole, par quoi que ce soit d'autre. Mais cette nuit-là, quelque chose se passa qui n'était pas au programme. Chirac, assis dans le public, commença à se plaindre à voix haute. Il demanda ce qu'il faisait là, demanda à partir. Le malaise dans la salle fut considérable. Personne ne publia ça ce jour-là. Mais ceux qui étaient présents s'en souvinrent. Et ce souvenir fut l'un des premiers symptômes publics de quelque chose que le clan Chirac allait passer des années à nier, avec une énergie qui, vue rétrospectivement, est aussi compréhensible que révélatrice. La dégradation avait commencé avant. Le 2 septembre 2005, alors que Chirac était encore président, il fit un accident vasculaire cérébral à l'Élysée. Le transfert à l'hôpital du Val-de-Grâce se fit par une unité spéciale de gendarmes, non par le ministère de l'Intérieur de Sarkozy, avec qui la relation était tendue pour éviter les fuites. Les 3 communiqués officiels qui suivirent décrivirent l'épisode comme léger et transitoire. Mais les caméras montraient un président qui marchait avec hésitation et avait besoin de grosses lunettes pour ses interventions télévisées qui se raccourcirent progressivement. Claude livra la bataille de communication. Bernadette nia. Le clan se referma sur lui-même, comme il l'avait toujours fait. Mais en 2011, hors du pouvoir, la réalité fut plus difficile à contenir. En septembre de cette année-là, les avocats de Chirac présentèrent au tribunal, qui le jugeait pour les emplois fictifs, un certificat médical mentionnant l'anosognosie, un terme technique qui, traduit sans euphémisme, décrit l'incapacité d'un patient à reconnaître sa propre maladie, un symptôme caractéristique de l'Alzheimer avancé. Le clan avait choisi, entre laisser Chirac comparaître au procès, en risquant qu'il dise des choses incontrôlables, ou révéler la dégradation. Ils choisirent de révéler la dégradation, avec une terminologie qui la dissimulait suffisamment. Il était devenu incontrôlable, admit un proche dans l'une des rares confidences qui filtrèrent dans la presse. La seule façon, c'était de le cantonner à la maison. Bernadette réagit avec la fermeté qui la caractérisa toujours. Quand le journal du dimanche publia en janvier 2011 le premier récit ouvert sur la maladie d'Alzheimer, elle dit qu'elle était scandalisée, que c'était un mensonge, que les médecins avaient dit à son mari qu'il n'avait pas la maladie d'Alzheimer, qu'elle les croyait. Mens, mens, mens. Une déclaration que ses critiques désignèrent comme une façon de stigmatiser la maladie en même temps qu'elle tentait de protéger le mari. Mais ce que Bernadette vécut, et ça, aucun biographe ne l'a contesté, ce fut le long processus de devenir la soignante d'un homme qui avait été, pendant des décennies, le centre de tout. Un homme qui, en 2019, selon les témoignages de ses amis les plus proches, ne reconnaissait plus presque personne. Jean-Louis Debré, l'un de ses compagnons de toujours, décrivit ses dernières visites avec une précision douloureuse. Il prenait ma main et ne la lâchait pas pendant 1 heure. On ne pouvait plus parler. Il était parti un peu dans un autre monde. Depuis fin 2015, Chirac ne vivait plus dans son domicile du quai Voltaire. Son ami le milliardaire François Pinault lui prêta un hôtel particulier rue de Tournon, dans le 6e arrondissement, avec le rez-de-chaussée adapté à son état de santé. C'est là qu'il mourut le 26 septembre 2019, à 7h45 du matin, d'une insuffisance rénale. Il avait 86 ans. Bernadette était à ses côtés quand il ferma les yeux pour la dernière fois et ne les rouvrit plus. La famille communiqua que l'ancien président s'était éteint au milieu des siens, paisiblement. Une phrase qui sonna, inévitablement,
comme la même construction d'image qui avait accompagné ce mariage pendant 60 ans, soigné jusqu'au dernier moment. Emmanuel Macron fut le seul autorisé à se rendre au domicile ce soir-là, accompagné de Brigitte. La décision de limiter les visites fut prise pour protéger Bernadette, décrite par ses proches comme très affaiblie émotionnellement et physiquement. 3 jours plus tard, le 30 septembre, les obsèques eurent lieu à l'église Saint-Louis des Invalides. Bernadette n'assista pas à la cérémonie interreligieuse. Ce fut Claude qui était là, avec son mari Frédéric Salabarou et son fils Martin, le seul petit-fils de Jacques Chirac. L'absence de Bernadette ne passa pas inaperçue. Son état de santé, physique et émotionnel, la retenait. Claude dut transmettre à la foule réunie en Corrèze, quelques jours plus tard, la gratitude de sa mère. Elle est extrêmement sensible à tous ces témoignages. Aujourd'hui est vraiment un témoignage exceptionnel. C'est vital pour elle. C'était vital pour elle. Cette phrase dit tout. Et c'est là que l'histoire de cette famille arrive à un point qu'aucune chronique officielle ne voulut tout à fait formuler. Qu'est-ce qui resta? Qu'héritèrent ceux qui survécurent? Laurence était morte 3 ans plus tôt, en avril 2016. Jacques mourut en septembre 2019. En 3 ans, Bernadette perdit sa fille et son mari. La même femme qui, pendant 60 ans, avait été l'encre de ce clan, celle qui se blinda, qui négocia, qui tint bon, se retrouva à vivre dans son appartement du quai Voltaire avec l'aide de Claude, qui, selon les personnes de son entourage, devint dans son quotidien quelque chose qui ressemblait à une soignante à plein temps. Ce qui resta, ce fut une femme de 90 ans qui avait gagné, comme elle le dit elle-même, qui avait résisté, qui avait survécu à tout. Et une fille, Claude, qui depuis les années 80 avait organisé toute sa vie autour d'un homme qui n'existait plus et qui organisait désormais sa vie autour de la femme que cet homme avait laissée. Et un nom, le nom Chirac, avec tout ce qu'il contient, la grandeur républicaine, les discours mémorables, le charisme qui remplissait n'importe quelle pièce, mais aussi les décennies de silence, la fille invisible derrière une colonne, les mains qui tenaient celles d'un homme qui ne se souvenait plus de ce qu'il avait été. C'est ce qui resta de la double vie de Jacques Chirac. Pas un scandale propre avec un début et une fin, mais une histoire qui s'accumula pendant des décennies, couche après couche, jusqu'à construire quelque chose qu'aucune photographie officielle ne sut jamais tout à fait capturer. Derrière chaque grande figure du pouvoir, il y a toujours une version de l'histoire que les hommages officiels préfèrent ne pas raconter. La famille Chirac ne fut pas la seule à payer ce prix en silence. Dalida avait tout, la gloire, les scènes, le monde entier à ses pieds, et pourtant elle mourut seule, entourée d'une solitude que personne qui la voyait chanter n'aurait pu imaginer. Ses enfants perdus, ceux qui ne vinrent jamais, ceux qui partirent, font partie d'une histoire que très peu connaissent vraiment. Si ce que vous venez de voir vous a donné envie de comprendre ce qu'il y a derrière les vies qui semblent parfaites de l'extérieur, cette vidéo est la prochaine étape.